On peut discuter, est-ce que le travail est censé nous rendre heureux? Ça, c'est discutable. Mais en tout cas, le travail n'est pas censé nous rendre malades. Ce n'est pas ça le but du travail. Et je pense aussi que les générations qui vont venir, ils vont pas accepter de la même manière que ma génération, donc plutôt X, moi. Oui, on a vraiment parfois beaucoup trop travaillé jusqu'à l'épuisement. Et ça va plus, à mon avis, se faire avec les nouvelles générations qui ont d'autres critères, en fait, qui ont d'autres attentes. Donc, le monde change, en fait. C'est ça le message, Valérie. Le monde change. Est-ce que votre management change? Est-ce que votre façon de gérer les entreprises change? Et là, on prend du retard, en fait. Ça demande pas une révolution, mais une évolution, un ajustement de façon de manager. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour Annika. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de prendre un moment pour me recevoir dans les locaux de Happy at Work. Vous êtes la fondatrice de cette entreprise, Happy at Work, et je pense que vous êtes passionnée par le bonheur au travail. Et ensemble, on va en discuter. Moi, je pense que 8 heures par jour, voire plus au travail, ça doit pas se vivre dans la douleur, mais ça doit se vivre avec bonheur, avec joie, avec plaisir, pour qu'on puisse contribuer tous ensemble au succès de l'entreprise, mais aussi quand on rentre chez soi le soir et qu'on est bien et heureux et qu'on a passé une bonne journée, c'est aussi certainement plus agréable pour tout le monde. Et donc avant qu'on parle de bonheur au travail, est-ce que vous pouvez vous présenter, parler de votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à ce métier-là? Avec plaisir, Valérie. Merci de l'intérêt porté à ce sujet qui m'est effectivement très cher. Alors, c'était... si on va derrière dans le temps, donc début des années... au fin des années 90, donc j'ai travaillé au groupe Danone, pour Marc Evian, pendant 15 ans. Ouais. Et Evian, donc 15 ans Evian dans le marketing, comme manager dans la com et marketing, c'est une aventure extraordinaire. Avec de haut et de bas, bien sûr. Hein. Ouais. Mais à côté de mon bureau à Evian, il y avait une fille qui s'appelle Jocelyne. Elle s'appelle toujours Jocelyne, j'espère, parce que je sais qu'elle travaille toujours là-bas. Alors, elle faisait quelque chose tout le matin qui m'intriguait beaucoup. Elle avait un calendrier annuel là sur son bureau, comme sous-main, je sais pas comment vous appelez ça en français. Oui, sous-main. Ouais. Elle stabilisait chaque matin. Chaque matin qu'elle arrivait, elle stabilisait. Et ça m'intriguait. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous comptez en fait, Jocelyne? Elle me dit, mais je compte le nombre de jours jusqu'aux vacances en fait. Donc je coche chaque jour. Et j'étais là, mais ah oui, ok, mais alors il vous reste combien? Ben là, elle dit 60, je sais plus combien, 62 aux prochaines vacances de 3 semaines. And I was like, ok, vous savez quel âge? 32 ans. Oh mon Dieu. Et j'étais là, mais combien de temps vous allez faire ça? Ça m'a tellement intriguée. Je suis rentrée. On a dû être en 98, 99 ou quelque chose comme ça. Je suis rentrée, j'ai commencé à calculer. 32 ans, donc elle va encore travailler 33 ans minimum. Elle est à temps plein. Combien de jours elle va devoir compter? Puis je suis revenue le lendemain matin. J'ai fait un calcul. Vous pouvez pas continuer comme ça parce que ça va faire X milliers de jours jusqu'au. Et elle me dit ouais, c'est comme ça. Et ça m'a
ça m'a contrariée, je dis, mais c'est pas possible. Et en même temps, donc, Aivian, c'est une entreprise quand même super ouverte pour la France à l'époque et on avait plein d'avantages. Bon, il y avait aussi des choses à améliorer, mais on n'était pas aussi malheureux que ça quand même. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui manque? Et à l'époque, j'étais manager et j'étais pas son manager, donc je pouvais pas trop me mêler dans sa vie, mais ça m'a vraiment intriguée. Et petit à petit, donc c'est là où il y a cette idée née de on bosse, en fait, 10 000 jours. On va au travail dans une vie. Après cette petite calcul avec Jocelyne, 10 000 jours, on va au travail dans une vie. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas gaspiller autant de jours, ni pour soi-même, ni pour l'entreprise, ni pour la société, ni je veux dire. Après, on n'est pas non plus, c'est pas réaliste de dire je vais être heureuse pendant ces 10 000 jours, mais c'est de dire si je suis pas OK, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce qui m'intriguait aussi dans le comportement, c'est qu'il y avait pas d'action, il y avait pas de verbalisation. Elle voyait ça comme une how do you say that? C'est comme ça quoi, comme une c'était comme ça. Elle allait vous allez en faire quoi pour rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et moi, je voyais 150 000 choses qu'elle pouvait faire. Mais et c'est ça que donc petit à petit cette idée de créer un cabinet de coaching et de conseil pour aider les personnes à trouver leur endroit et où est-ce que vraiment de quoi j'ai besoin pour m'épanouir en fait. Ouais. Et aussi de pouvoir aider les entreprises à créer des environnements où c'est facile, favorable pour s'épanouir. C'était ça mon idée. Après, j'ai mis 10 ans entre l'épisode de Jocelyne et la création de Happy at Work. Je l'ai créé en 2008 parce que j'avais quand même un poste à Évian. Et j'ai aussi fait un deuxième enfant entre-temps et je suis partie d'Évian en 2006 avec cette décision, cette détermination de faire autre chose. J'avais fait le tour de marketing de l'eau d'Évian dans tous les sens que je pouvais, dans ma tête, dans mon cœur aussi. Et j'avais vraiment envie d'accompagner les hommes, les femmes et les entreprises vers plus d'épanouissement, mais aussi de performance, de durabilité, parce que je voyais bien que on pouvait faire des choses vraiment différemment, quoi. Ouais. Comment parce que vous êtes originaire de Suède. Oui. Comment votre origine, est-ce que votre origine elle influence votre manière d'être ou cet intérêt en fait pour être heureux? Parce qu'on voit, alors maintenant, on a vu, alors je sais jamais le mot, hein, mais on voit en fait que les gens du Nord, je vais le dire comme ça, ils ont cette capacité en fait à se cocooner, à prendre soin d'eux. On voit passer sur les réseaux, enfin. Mais on parlait de Hygge. Exactement. Oui. Ouais. Oui, on est dans une culture où en fait, on s'attend à être bien. Il y a personne qui a haussé des sourcils quand je parlais de Happy at Work en 2008 ou même. C'est logique, c'est normal, c'est dans nos attentes. Ouais. Et on a même un mot dans les pays scandinaves, parce qu'on parle à peu près la même langue en Norvège, Danemark, Suède, même en Islande, qui est arbetsglädje. Et ça veut dire bonheur au travail. Donc, il y a un mot pour ça. Ouais. Et c'est le seul, à ma connaissance, les seuls pays qui ont un mot pour décrire ça. Il y a d'autres pays qui ont d'autres mots, comme Japon. Si vous parlez japonais, c'est karoshi, qui veut dire mort par surcharge de travail. Donc, chacun sa culture, c'est sa tente. Et donc, vous avez grandi, en fait, dans cette manière d'être, en fait, dans cette manière d'être. On s'attend à être bien, on s'attend à être heureux, on s'attend et au travail aussi. Donc, comment ça, en fait, ça a résonné chez vous avec cette femme Jocelyne, mais peut-être avec d'autres aussi, ou bien est-ce que ça vous a quitté un petit moment en venant en France et en Suisse Je suis partie, j'ai quitté la Suède en fait à 19 ans. Je suis retournée pour finir un peu mes études, mais j'y vais très souvent. J'ai toujours un pied à terre là-bas. J'ai acheté une petite ferme au sud de la Suède pour tout vous dire. Et pour moi, c'est toujours home. Sweden is my home. Ouais. Après plus de 30 ans ici, c'est un peu, voilà. Mais c'est comme ça. Mais j'ai grandi en Suède et toute mon éducation de là-bas, il est très ancré encore aujourd'hui
dans ma manière d'être, communiquer. Et Happy at Work, c'est basé beaucoup sur les racines scandinaves, sur cette façon également de voir les choses. Ça veut dire, en quelques mots, peut-être simple, authentique, basique, mais aussi... j'adore cette expression bon sens, du bon sens. Et même en suédois, on dit du bon sens du paysan. Je ne sais pas si on dit ça ici. Ouais, je pense que oui. Le bon sens paysan, le bon sens terrien, on dit. Oui, bah, c'est exactement ça. Et donc, moi, je suis née sur une ferme en Suède, donc c'est ça que j'ai avec moi, donc ce bon sens. Et je trouve qu'on l'a perdu, mais un peu partout là. Donc, c'est un peu retour aux basics et authenticité, bon sens, simplicité, humilité, voilà. Et du concret. Du concret, des choses concrètes. Tangible, réel. Mais oui, oui. Quand je travaille, c'est bien sûr qu'il y a des théories, tout est basé sur la science, etc. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on fait différemment demain. Si c'est un individu ou si c'est une équipe ou une entreprise, c'est ça dont ils ont besoin. C'est pas une théorie c'est qu'est-ce que je fais différemment demain au boulot. Les actes, quoi. Les actions. Donc, 2008, la fondation de Happy at Work, vous êtes pionnière, vous êtes précurseur, visionnaire, on parlait pas de bonheur au travail en 2008. Non, en Suisse, non, en tout cas, ni en France. Non. C'était un peu accueilli, ici en Suisse, c'était un peu accueilli. Ouais, c'est sympa ton truc, mais bon, on n'est pas là pour être happy, quoi. On est là pour bosser. Et rapidement, un de mes premiers clients était l'assurance invalidité, donc l'OCAS à Genève, qui m'ont contacté pour accompagner des personnes post-burnout, qui sont, je tiens à le signaler, toujours un soutien d'un médecin à côté, parce que je suis pas du tout ni psychologue ni médecin, mais d'une manière très concrète, comment être en capacité, pleine capacité de nouveau pour reprendre son travail ou être dans ce nouveau poste. Donc très vite, c'est devenu un partenaire, un client de plus en plus important. Donc 15 ans après, maintenant, on a accompagné des centaines et des centaines, je crois même qu'on a peut-être dépassé les 1000 personnes en post-burnout. Donc c'est devenu notre expertise. Mais en dehors de ça, pendant les premières années, pour tout ce qui est travail en entreprise avec les équipes, les managers, ça s'est plus passé à l'étranger qu'en Suisse. J'ai été rapidement j'ai travaillé avec des grands groupes comme Bombardier ou Novartis, etc. Et puis aussi des entreprises en Suède où ils m'ont envoyé un peu partout dans leurs filiales, dans leur comment dire ça, ils sont sous-traités, ils sont délocalisés, leur accounting departments and things like that. Donc, j'ai travaillé en Philippines, au Canada, en Inde, en Roumanie, en Espagne. Donc, ils m'envoyaient un peu partout dans leur filiale pour harmoniser leur façon de manager, pour harmoniser leur façon de travailler la cohésion de l'équipe. On a beaucoup travaillé aussi sur le emotional intelligence, tout lié au bien-être de chacun et le bien-être de l'équipe. Donc, pendant les premières 5-6 ans, je travaillais dans une vingtaine de pays partout dans le monde. Donc, corporate, c'était plus à l'étranger et coaching individuel, c'était en Suisse. Ok. Et comment, en fait, ces grandes entreprises, elles arrivaient vers vous avec... c'était quoi leur demande? Harmoniser ou il y avait quand même une demande de plus de productivité ou... parce qu'on sait en fait que les équipes sont, et d'ailleurs c'est très bien marqué sur votre site internet, que on est plus créatif, on est plus productif quand on est bien. Donc c'était ça la demande ou il y avait vraiment une prise de conscience sur on veut que nos équipes soient bien, on veut qu'ils soient heureux, et c'était vraiment ça, ou il y avait plus l'objectif financier finalement ou de résultat? Les entreprises, les corporates, ils sont là pour un résultat financier, parce que sinon ils sont plus là. Donc, n'ayons pas honte de le dire. La performance, c'est le but final de tout. Mais la performance, si c'est individuel ou collective, c'est cette durabilité de pérenniser les entreprises. Et pour ça, nous avons besoin des humains là-dedans. Et la demande à l'époque, c'était souvent
Oui, en fait, on a délocalisé, mais en fait, on se rend compte que les Indiens, ils fonctionnent pas complètement comme les Suédois ou les Suisses, et puis pas non plus comme les Américains. Donc, on a des problèmes, on se comprend plus. Donc, il y a des tensions, ils se parlent pas comme il faut. Donc, le rendement commence à baisser, et on voudrait comprendre ce qui se passe. Donc, après une analyse, on s'est rendu compte, donc effectivement, il y avait des cultural differences énormes, et qu'ils savaient jamais vraiment préparer le terrain. Donc, on a bâti donc un programme autour de la gestion interculturelle, avec la communication, avec la cohésion d'équipe, avec le bien-être au quotidien, et aussi avec comment être efficace, comment mettre tout ça en musique, en fait. Et pour ça, il faut aussi parler des émotions. Donc, l'emotional intelligence était, dans une intercultural environment, était très, très fort. Donc, on passait souvent, dans chaque site, 4-5 jours avec les équipes. Et il n'y avait pas Zoom à l'époque, n'est-ce pas? Parce que sinon, on aurait pu... mais parfois, il y avait, par exemple, les Américains et les Suisses qui venaient sur le site en Inde. On voyait tout le monde et on passait 5 jours ensemble, etc. Mais donc, on a bâti des foundations pour bien travailler ensemble. Et donc, oui, pour répondre à votre question, c'était pour une meilleure performance at the end of the day, mais ça passait par l'émotionnel, interculturel, la communication, et puis cette cohésion, the glue, les liens, quoi. Oui. Et sans aucune Zoom, Team, whatever, à l'époque, il fallait quand même gérer et créer ce bond, ces liens. Ouais. C'est beau. Et ils s'ouvraient facilement, en fait, pour vraiment, l'intelligence émotionnelle, ouvrir leurs émotions, arriver à les exprimer, les sentir. C'était quelque chose parce qu'aujourd'hui, on en parle partout de l'intelligence émotionnelle, mais il y a 10 ans, est-ce que c'était facile de les faire ressentir et exprimer? Oui, si c'est bien emmené, oui. Et puis, ça commence bien sûr soit avec soi, me with me, mais dans une but de mieux communiquer avec son interlocuteur, si c'était en Suède ou aux États-Unis, etc. Donc, il y avait toujours ce fil rouge de comment je gère moi-même quand je suis sous stress, et comment je gère l'autre quand il n'a pas delivered, quand il a dit oui, puis finalement 2 semaines après il y a rien, ou que vous comprenez même pas sa réponse parce que sa tête dit une chose, sa bouche une autre, enfin. Et donc, comment pas m'énerver contre ça, et comment gérer cette situation, ce contexte le mieux possible. Donc, c'était me with me, et beaucoup aussi me with the others. Pour vous, aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi les bénéfices du bonheur au travail pour une entreprise? Pour une entreprise? Il y en a plein. Mais déjà, si on prend les choses depuis le début, donc le positive emotions, les émotions positives, sont beneficial. Je vais essayer de parler français comme il faut. Bénéfique pour notre santé. On est en meilleure santé. Ça, c'est prouvé par A plus B. Donc, ça veut dire que déjà là, il y a un impact sur l'entreprise parce qu'il y a moins d'absentéisme, il y a moins de maladies. Donc, il y a il y a moins de coûts liés à ça. Ensuite, c'est également prouvé que la loyauté est 9 fois plus élevée que quelqu'un qui se sent engagé et happy, et parfois qui se disent vivement lundi et pas seulement vivement vendredi chaque semaine. Il va rester dans cette entreprise, et on sait tous que ça coûte énormément d'argent de recruter. Il y a cette notion de efficacité. Donc, on a différents chiffres là-dessus. J'utilise souvent une qui parle de 31% plus de productivité. Donc, il y a cette efficacité. Mais il y a également au niveau de la communication, au niveau de management, au niveau de tout. On n'a pas, si on se sent bien dans ses baskets, on va être une meilleure collègue, une meilleure manager. C'est tellement logique. Et puis, il y a cette notion de créativité également, qui est, selon des études, 55% plus élevée pour quelqu'un qui est bien dans ses baskets, encore une fois. Donc, il y a vraiment des bénéfices énormes pour l'entreprise. Et on parle même de 21% de plus de profitabilité pour des compagnies qui ont un niveau d'engagement élevé. Alors après, on peut chercher quelle est la corrélation entre l'engagement et le bien-être, et il y a quand même une corrélation assez évidente.
Aujourd'hui, j'ai vu vous former des Happiness Chief Officers, c'est juste? Oui, on appelle ça le Chief Happiness Officer. Ah, oui, It's just a funny name. Et on n'était pas d'accord avec nous-mêmes, j'allais dire, avec notre équipe. On a eu beaucoup de discussions comment on va appeler cette formation. On a quand même choisi de keep this name, de garder ce nom, mais en sachant que c'est beaucoup plus que ça, parce que ça fait pas très crédible ce mot, hein, ce nom comme ça. Mais en fait, c'est des ambassadeurs, c'est des facilitateurs, c'est des personnes qui gèrent le projet de bien-être au travail. Leur demande à eux, ces personnes qui viennent chez vous, c'est l'entreprise qui les envoie ou c'est eux qui font la démarche personnellement ils ont envie de se reconvertir ou bien d'installer, de faire la formation pour pouvoir après aller vers les ressources humaines ou vers le directeur ou le patron pour leur dire, voilà, je pense que j'ai fait ça comme formation, j'aimerais pouvoir installer ça dans l'entreprise. C'est quoi un petit peu la démarche et leur demande? Alors, je dirais 70-75% des personnes qui viennent à ces formations, ils sont en poste et ils sont en train de développer quelque chose. Ils sont en route. Ouais. Donc, ils sont en poste, soit à temps partiel, soit à temps plein, pour s'occuper de ce projet de bien-être au travail. Ouais. Et ils ont besoin d'outils, ils ont besoin d'un plan d'action, quelque chose de concret. Ouais. Certains d'entre eux, ils sont déjà avancés. Certaines, mais c'est en projet dans les mois, dans l'année suivante, etc. Donc, ils se préparent. Et puis, il y a une partie qui sont des consultants, des coachs de consultants qui veulent avoir ça dans leur portefeuille service. Et puis, on a aussi une partie qui ne disent rien à leur employeur. Ouais. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs success stories comme ça également. C'est une démarche individuelle, personnelle. Ouais. Ils ont peut-être essayé de toucher un mot, mais ça pas. Ou ils ont absolument choisi de ne rien dire pour le moment. Ils payent de leur poche. Ouais. Ils font la formation. Et ils commencent à déployer des choses sans vraiment mettre des mots dessus, mais dans leur équipe, parfois. Donc, s'ils sont un poste management, ils vont commencer à mettre en place des choses. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'il y en a plusieurs personnes comme ça qui ont, au bout de quelques mois, il y a d'autres départements qui viennent, qui disent « Mais vous faites quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? On remarque ça, ou c'est les RH qui les appellent, etc. » Parce qu'ils sont pas du tout forcément dans les RH. Ouais. Et là, on a une success story à Lausanne dans une PME de 250 personnes. Et donc, la personne a fait cette démarche-là par elle-même. Elle a commencé dans le département de marketing com à faire des choses. Et maintenant, ils sont décidés au bout de 6 mois que c'était une pilote et que maintenant, 1 an après, ils vont déployer ça partout dans l'organisation. Ouais. Donc, ils ont remboursé la formation. Et il y a vraiment quelque chose de stratégique qui se met en place. Oh, wow. Et donc, c'est super encourageant parce que ça veut dire qu'on peut aussi commencer petit à cultiver ça dans son petit coin, si je peux parler comme ça, parce que ça peut faire des petits en interne. Et c'est pas le plus facile, le plus smooth, ça prend un peu plus de temps, mais ça peut tout à fait fonctionner. Pour vous, la version idéale, ça serait elle commencerait où? Par le top management, par les ressources humaines, puis elle descend ou on forme toute l'entreprise par niveau ou ça serait quoi la version idéale? Alors la version idéale, si j'avais une baguette magique partout dans les entreprises, si ça vient d'une stratégie vraiment verbalisée, où il y a un alignement entre la stratégie et la culture, vraiment en disant « Hey guys, maintenant, le bien-être de nos employés, c'est une de nos priorités. Et ça fait partie de notre stratégie. » Si ça se dit, et si ça commence aussi dans les actions, ça va le plus vite. Et c'est le plus logique quelque part, parce que c'est depuis la tête vers le bas. Maintenant, certains de nos CHO, ils ont cette luxe, ils ont cette chance d'être dans des entreprises où ça se passe comme ça. Super. Et puis, il y en a d'autres qu'il faut faire par une autre manière et ça fonctionne également. Ça prend un peu plus de temps, mais ça fonctionne également. Parce que le bien-être au travail, on faut vraiment intervenir sur 3 niveaux. C'est stratégique, c'est culturel et c'est opérationnel. Et c'est ça qu'on fait pendant ces 4 jours de formation. On va voir tous ces différents niveaux. Parce que si vraiment on veut changer les choses, c'est comme ça que...
ça se passe. Et après, vous êtes encore un peu là pour les soutenir une fois qu'ils ont terminé la formation et qu'ils veulent rentrer vraiment dans l'opérationnel parce qu'ils sont confrontés vraiment au terrain, au quotidien. Et donc, vous êtes encore là pour eux, vous faites du coaching ou des choses comme ça, oui, je pense. Dans la formation, donc, il y a intégré des séances de suivi d'accompagnement. Ouais. Et ça, c'est très utile parce que parfois, on peut être un peu seul dans ce poste. Et puis, nous avons également créé une communauté, donc une communauté de toutes nos certifiés de Happy at Work. Et nous sommes 89 maintenant. Wow. Depuis fin 2019, nous avons formé 89 personnes, majoritairement en Suisse, un petit peu en France, en Suède, à Singapour, en Espagne, Congo, voilà, ça fait des petits un peu partout, mais majoritairement en Suisse quand même. Et donc, dans cette communauté, on se voit quelques fois dans l'année lors de Zoom lunches où on partage, où on échange de nouveaux outils, des challenges, de nouvelles façons de faire. Et puis, on a aussi un groupe LinkedIn qui est donc pour nous. Et donc, c'est super important, en fait, cette communauté, oui. Quels sont les leviers du bien-être au travail, du bonheur au travail? Il y en a plusieurs et c'est très individuel, évidemment. Maintenant, nous, on se base depuis le début sur de la science et notamment sur tout le travail de Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'ailleurs, sur la question de qu'est-ce qui nous rend heureux, etc. Et on a pris son travail, on a aussi s'inspiré beaucoup de psychologie positive. Oui. Et on a créé une méthodologie autour de 3 R, qui décrit donc les 3 leviers principaux de bonheur et bien-être au travail. Donc le premier, c'est relation. Donc, tout ce qui touche les relations de qualité, la confiance, le partage, l'écoute, le soutien, la reconnaissance et tout ça. Le deuxième R, c'est résultat. Et là, on est sur quelque chose de tangible, de accomplissement tangible, un impact tangible. Dans le résultat, on parle aussi de est-ce que j'ai les ressources pour pouvoir accomplir ce qui est attendu de moi? Est-ce que j'ai un cadre? Est-ce que j'ai l'autonomie? Et surtout, est-ce que j'utilise mes talents pour accomplir mon travail au quotidien? Tout ça, c'est lié à cette deuxième R, résultat. Et le troisième R, c'est résilience. Donc, tout ce qui est capacité physique, mentale, émotionnelle, et qui est lié aussi avec le sens why do I do all this? Donc, toute la méthodologie est autour de ces 3 R. Et après, nous avons développé des façons de mesurer ça individuellement ou dans les équipes ou dans l'organisation générale pour voir où est-ce qu'on en est avec ces 3 R. Et on mesure deux choses. On mesure le niveau de épanouissement de chacun et on mesure le niveau de épuisement. Parce que dans mon travail initial, donc avec l'expertise de burn-out et toute cette souffrance, ce mal-être au travail, je me suis rendu compte qu'on peut être super engagé, aimer son travail, mais complètement épuisé, quoi. Et donc, il faut pas qu'on loupe ces personnes sont hyper importantes de voir les signaux, de les accompagner parce qu'ils vont pas s'arrêter sinon, en fait. Donc, il y a plusieurs cas de figure et si on veut avoir l'humain et les entreprises sustainable, donc durables, il faut qu'on s'intéresse à ces questions-là. Donc, il y a une forme de prévention aussi. Absolument. Parce que toute cette approche si c'est le Chief Happiness Officer Training, etc., c'est vraiment basé sur tous ces centaines de personnes que nous avons vues au bureau de Happy at Work qui étaient tellement mal. Et parfois, Valérie, c'était, j'ai dû accompagner des personnes à l'hôpital du jour. J'ai dû les accompagner vers le psychiatre. Il y a des histoires, mais ça fait mal au cœur, des personnes qui vomissent tout le matin en allant au travail, mais il faut s'arrêter cette souffrance au travail. On peut discuter, est-ce que le travail est censé nous rendre heureux? Ça, c'est discutable. Mais en tout cas, le travail n'est pas censé nous rendre malades. Non, ça, c'est sûr. En 2022, ce n'est pas ça le but du travail. Et je pense aussi que les générations qui vont venir, ils vont pas
accepter de la même manière que ma génération, donc plutôt X, moi. Oui, on a vraiment parfois beaucoup trop travaillé jusqu'à l'épuisement. Et ça va plus, à mon avis, se faire avec les nouvelles générations qui ont d'autres critères, en fait, qui ont d'autres attentes. Et donc, il faut qu'on change la façon de gérer les entreprises et manager les équipes parce que il va y avoir beaucoup de changements dans le court terme, là. Comment est-ce qu'ils ont conscience de ça? Est-ce qu'avec vos outils de mesure, vous arrivez vraiment à leur dire attention parce que est-ce que c'est des questions je veux dire, est-ce que vous le mesurez dans les faits ou c'est des questionnaires et les gens répondent aux questions? Est-ce qu'ils arrivent à répondre avec vraiment le plus de lucidité possible sur leur situation? Parce que si moi je me rappelle comment j'étais jusqu'à 30 secondes avant que je puisse plus bouger, j'étais hyper bien. Je suis pas sûre que vous étiez pas bien, mais... Non, mais je n'avais pas conscience, en fait, que j'étais mal. On est dans le déni, en fait. Ouais. À un moment donné, quand on est trop dans le rouge, moi, j'appelle de rouge, orange et vert. Hein, je suis très claire. Ouais. Quand on est dans le rouge, au bout d'un certain temps, on est dans le déni et on met les... comment vous appelez ça? Les œillères. Les œillères. Ouais. Et là, ça devient compliqué. Mais c'est pour ça que dans la prévention, il y a des choses à mettre en place, des signaux. Mm-hmm. Donc, on travaille autour de ces signaux. Déjà, on fait quels sont les signaux chez moi? Ouais. Quand je suis dans le vert, tout va bien. Quand je suis dans l'orange, quand je commence à perdre l'énergie. Et quand je suis dans le rouge, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et on est hyper concret. Donc, on va aller analyser les sensations physiques, on va aller analyser le mental, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on fait. Et après, on prend ça dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on constate? Et on fait alors, qu'est-ce qu'on constate comme comportement quand quelqu'un commence à attendre l'orange, voilà. Et on fait des listes. Et après, c'est vraiment des commitments dans l'équipe. Okay. Et avec le manager aussi, c'est que si on a cultivé et bâti la confiance et la sécurité psychologique pour dire des choses, si on a commencé à parler de comment tu te sens, de quoi tu as besoin, oui, on a un projet, là, il faut deliver, et en même temps, au niveau de l'énergie, vous en êtes où, comment on peut récupérer après la fin du projet, enfin, on met des mots là-dessus, on a un common language et on ose se dire des choses. Et on partage et on trouve des solutions et on n'a pas peur de dire non, je vois que là tu as travaillé tard depuis 3 semaines, maintenant c'est quelque chose qui va pas. Ouais. De quoi tu as besoin? Et on ose adresser ce genre de choses parce qu'on a créé cette cadre de sécurité autour en fait. Ouais. Donc voilà un petit peu comment on travaille. Et ce qu'on se rend compte, c'est que donc les spécialistes de well-being at work, donc le CHO et appelons-le comment on veut, ils sont certains outils donc de mesures, d'actions, etc. Et en même temps, ce qui manque aujourd'hui dans les entreprises, et c'est ça qu'on se rend compte, c'est que les managers, ils sont pas assez formés. Donc là, le next step pour vraiment changer les choses, c'est il faut quelqu'un qui s'occupe de projets de qualité de vie au travail. Ouais. En même temps, les managers doivent être formés. Ils savent pas gérer ce genre de choses. Il y a très peu de managers qui savent gérer quels sont les signaux de quelqu'un qui est en train de burn out. Qu'est-ce que je dois dire et faire quand je le vois? Parce que non seulement il faut le voir, mais en plus il faut agir. Donc là, c'est SOS, je ne sais pas du tout. Annika, comment je dois deal avec ça? Ouais. Et souvent, on est dans le déni aussi. Donc, on a 2 personnes dans le déni. La personne qui burn out est le manager. Et après, on hit the wall, everybody. Excusez-moi ma façon de parler. C'est OK. Je vois que vous êtes passionnée. Mais c'est vraiment de les former, de les accompagner parce que les managers aujourd'hui, les pauvres, ils sont tirés dans tous les sens. Donc, il faut leur soutenir dans leur tâche. Il faut les former, il faut les coacher, il faut les accompagner au quotidien. Et c'est pas un coût au niveau du temps, c'est un investissement. Ouais. Pour eux et pour l'entreprise, c'est un investissement et il va avoir un retour sur investissement. C'est obligé. En sachant que 70% du niveau d'engagement d'une équipe, ça dépend de comment il est managé. Donc, ça dépend du manager en direct. Et là, aujourd'hui, on néglige complètement cet aspect-là et il y a une manque à gagner. C'est pas joli, ce que je dis, mais il y a inutilement
bad performance et de souffrance au travail parce qu'on ne sait pas le gérer. Donc, donnons-leur les outils nécessaires. Oui, donc ça veut dire que le manager aujourd'hui, il doit sortir en fait de son mode de travail sur la performance ou de gestion sur la performance et puis pouvoir descendre ouvrir son cœur ou ses émotions ou apprendre un autre métier en fait ou... Alors là, s'ils vous entendent, Valérie, ils vont prendre peur, les managers. Alors, quelque part, oui, ça sera génial si tous les managers étaient coachs, mais c'est pas non plus là où on c'est pas le but, non? Non, c'est pas le but non plus. C'est comme irréaliste. Et puis, beaucoup de managers, ça les intéresse pas, forcément. C'est clair. Maintenant, l'idée, c'est très concrètement, c'est comment je prends soin de moi, comment je self-lead myself pour ne pas burn out tant que manager. Ça, c'est déjà une très bonne question et un besoin out there parce que ils sont fatigués après Covid avec tous les changements, ça va très très vite et le monde est plutôt anxiogène et ça se sent partout. Ouais. Donc comment je gère déjà moi-même en tant que manager parce que j'ai besoin de stimuler, de engager les personnes, donc travailler sur leur engagement en même temps que I need to deliver. Donc, how do I do all that? Ben, il faut un sacré self-leadership capacity. Et puis après, donc cette anxiété qui est dans la société en général, ben on va le retrouver dans l'équipe. C'est pour ça que c'est compliqué, encore plus compliqué à manager aujourd'hui parce que la plupart des gens, on n'a pas l'incertitude, c'est normal. Oui. L'humain n'a pas l'incertitude, je l'ai pas inventé, on le sait. Et donc donc le monde change en fait, c'est ça le message, Valérie. Oui. Le monde change. Est-ce que votre management change? Est-ce que votre façon de gérer les entreprises change? Et là, on prend du retard en fait. Ouais. Donc c'est comment on peut leur donner une approche de tools, d'outils, très concret de OK, quelle est mon approche? Qu'est-ce que je peux ajuster? Comment je gère ceci? Comment je peux être assertive dans mon façon de fonctionner? Comment je gère cette anxiété et comment je vais être authentique en disant je ne sais pas comment ça va se passer. Maintenant, on est dans le bateau tous et on va faire le mieux possible. Et voilà par quoi commencer. Et de créer des moments de partage, de rassurer, mais de clarifier en même temps, de structurer. Ça demande pas une révolution, mais une évolution, un ajustement de façon de manager. Et c'est ça que nous apportons de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus le besoin. Et on travaille actuellement avec un collègue sur proposer donc une formation vraiment spécifique pour les managers. Oui. Donc c'est pas une Chief Happiness Officer Training, c'est vraiment une management durable, centré sur l'humain et hyper concret que nous allons lancer en 2023. Génial, j'adore. J'adore. Bon, alors du coup, je reviendrai et on en reparlera quand vous serez abouti. C'est génial, c'est une super proposition. Et vous avez des outils rien qu'à vous que vous utilisez au quotidien pour rester centré, aligné, vous méditez ou Ah oui, ça fait longtemps que j'ai que j'ai des petits rituels. En fait, en 2011, j'ai fait mon première retraite en MBSR. Qui m'a un petit peu changé la vie. Et j'ai fait du yoga depuis 2002. Et donc tout le matin, je fais une demi-heure de yoga méditation. Ça, c'est le plus important de ma journée. Et puis le soir, je finis avec un petit moment de recentrage, de gratitude qui parfois peut être en famille également ou avec Me With Me. Ça, c'est mes rituels. Et quand je peux, et même quand je peux pas, j'allais dire, mais même quand je suis en entreprise, j'essaie toujours 5 minutes de réalignement après le déjeuner avant de reprendre une conférence, un workshop, une formation. C'est un petit moment de Me With Me encore. J'en ai vraiment besoin et c'est la récupération ou le restoring, recharger les batteries plusieurs fois par jour. Et c'est ça que nous disons à tous nos clients. Donc, si nous, on le fait pas, ça va pas être très crédible. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est génial. Un petit moment de réalignement. Yes.
Top. Et juste ma dernière question, parce que je vais pas vous prendre trop de temps, mais tout à l'heure, vous parliez de la nouvelle génération qui arrive et qui n'a pas les mêmes attentes, pas les mêmes envies, qui va dire non au mal-être, ou en tout cas au travail qui nous rendrait malades. Vous voyez quoi sur leurs attentes à eux? Sur qu'est-ce que vous percevez? Eh ben, c'est très clair. Ils veulent je le vois, mais je le vois aussi dans les entreprises et je le lis parce que je lis beaucoup là-dessus et c'est très intéressant parce que les consommateurs génération Z deviennent des employés génération Z. Là, ils sont en train de arriver à fond et d'ici 200 et demi, ils vont représenter 30% de notre workforce. Et donc, ils vont vraiment, comment dire ça? Mettre le point sur imposer leurs attentes petit à petit. Et qu'est-ce qu'ils s'attendent? Ils s'attendent à la flexibilité. Comment ils travaillent, d'où ils travaillent, avec qui, quand, tout. Et ils s'attendent à cette bien-être, parce que le bien-être, selon toutes les études qu'on a là, c'est que ça devient plus important même que le salaire. Donc, il y a le mot bien-être, c'est un équilibre, on prend soin de notre santé mentale et physique. Et out of balance, non, je veux pas ça. Il y a cette attente éthique, transparence, purpose, donc ça a un sens. Et aussi dans la culture, donc dans cette authenticité, cette transparence. Donc ils vont pas le bullshit, ça va être plus compliqué à continuer voilà. Et puis, bien sûr, la dernière technologie, ça c'est une attente aussi très haute sur la liste. Donc, il y a une petite remise en question à voir, je crois. Là, je crois que oui, il y a une même, je sais pas si je dirais petite, mais je dis ça pour ne pas mettre la barre trop haute. C'est top. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez pour le monde? Waouh! Alors là, on est parti pour 1 heure. On est reparti pour 1 heure. Non, mais je sais pas. Quand j'étais petite, il m'appelait Glädjespridaren in Swedish. Ça veut dire, je peux pas le traduire, mais c'est le rayon de soleil en fait. Et c'était mon petit surnom et déjà à l'époque, c'est marrant. Mais je pense qu'on est là tellement un petit court période sur cette terre, en tout cas qu'on sache. Et si chacun puisse avoir un sentiment de joie, de gratitude, le plus possible, c'est ça. Et ça passe par le respect des autres humains, le respect de la nature. Et pour répondre à votre question, je pense que plus de respect entre nous et vers la nature, vers les futures générations. Respect et gentillesse, kindness. Voilà ce que je souhaite. C'est beau. Merci beaucoup, Annika. Merci à vous, Valérie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.